Elle n'avait pas imaginé une seule seconde que la vie d'une famille entière pouvait tenir dans une chemise cartonnée beige, posée sur un bureau en chêne. 400 familles, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 22 ans d'histoire et 30 jours pour que tout s'effondre ou que quelqu'un accepte de payer le prix. Ce lundi matin-là, Claire Moreau-Delacroix comprit que ce quelqu'un, c'était elle. Soutenez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire et plongeons dans notre histoire. Le réveil avait sonné à 7h moins 10, comme tous les matins de semaine depuis que Claire avait commencé à travailler à la Delacroix Construction 3 ans plus tôt. Elle aimait cette heure suspendue entre la nuit et le jour, ce moment où Paris n'avait pas encore décidé de son humeur, où les lumières de Neuilly-sur-Seine brillaient encore derrière les rideaux de sa chambre, avec cette douceur un peu irréelle des matins d'octobre. Elle avait pris sa douche, préparé son café dans la cuisine carrelée de blanc, ouvert son ordinateur pour parcourir les rapports de chantier en attente de validation, une habitude acquise bien avant que son titre de responsable de projet soit officiel, bien avant même qu'elle termine sa post-graduation à Lyon. Claire fonctionnait à l'avance. C'était son mode d'existence, sa manière de maintenir un ordre intérieur que les autres ne voyaient pas, mais qu'elle sentait comme une armature sous la peau. Son père l'avait appelée à 8h30. Pas un message, pas un mail, un appel, ce qui était déjà suffisamment inhabituel pour qu'elle pose sa tasse sur le plan de travail avant même de répondre. La voix de Philippe Delacroix était calme, mais d'un calme anormal, cette variété de calme que les hommes adoptent quand ils ont passé la nuit à construire une phrase qu'ils redoutent de prononcer. Il lui avait demandé de venir à la maison avant d'aller au bureau. Pas de raison donnée, juste ces mots. Avant le bureau, Claire, s'il te plaît. Elle avait traversé Paris en 20 minutes, les bouchards habituels du périphérique déjà formés, mais pas encore immobiles. La façade de la maison familiale à Neuilly-sur-Seine était pareille à elle-même. Pierre de taille, volets verts, lifs taillés en cône de chaque côté du portail que le jardinier entretenait avec une obstination presque religieuse. Rien ne trahissait ce qui l'attendait à l'intérieur. C'était peut-être ça le plus troublant. Elle y repenserait longtemps après. La façon dont certaines catastrophes n'ont pas la courtoisie de prévenir. Philippe Delacroix était dans le bureau du rez-de-chaussée, debout derrière sa table de travail, et Claire perçut immédiatement ce qu'elle n'avait jamais vu en 28 ans. Son père qui avait peur. Pas d'une façon dramatique, pas les mains tremblantes ou le regard fuyant. C'était plus subtil et plus grave que ça. C'était l'absence de cette certitude qui avait toujours habité ses épaules. Cette manière qu'il avait de remplir l'espace d'une pièce simplement en y entrant. Ce matin-là, Philippe Delacroix semblait rétréci d'1 centimètre ou 2, comme si quelque chose à l'intérieur de lui avait cédé sans bruit pendant la nuit. La chemise cartonnée était sur le bureau. Il lui avait demandé de s'asseoir. Elle avait refusé instinctivement, sans savoir pourquoi, comme si rester debout lui donnait un avantage qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Il avait parlé pendant 22 minutes. Elle le savait parce qu'elle avait regardé sa montre au début, machinalement, et qu'elle avait regardé de nouveau à la fin, quand les mots avaient cessé et que le silence s'était installé entre eux comme quelque chose de solide. 22 minutes pour expliquer 3 ans de décisions progressivement catastrophiques, des investissements dans un fonds immobilier qui avait implosé en 2022, une joint-venture avec un groupe espagnol qui n'avait jamais tenu ses engagements, des appels de fonds couverts par des emprunts qui avaient généré d'autres emprunts, une spirale lente et méthodique dissimulée sous des bilans présentables grâce à une comptabilité que Claire, malgré son rôle à la direction des projets, n'avait jamais eu accès à contrôler. 40 millions d'euros. Le chiffre était sorti à la 10e minute et Claire avait eu l'impression physique d'un sol se dérobant sous ses pieds, non pas de façon soudaine, mais progressive, comme ces terrains argileux qui glissent centimètre par centimètre avant que quiconque comprenne l'ampleur du mouvement. Un créancier avait racheté la dette consolidée d'une banque qui n'avait plus voulu attendre. Un homme du nom de Bernard Morel. Et cet homme avait posé une condition. Claire avait dit non avant même que son père ait fini la phrase. Elle avait dit non avec une clarté froide et absolue,
Le genre de nom qui ne laisse pas de place au dialogue, qui referme toutes les portes d'un seul mouvement. Son père avait attendu. Il connaissait sa fille. Il savait qu'elle avait besoin de quelques secondes pour que le nom se transforme en quelque chose de plus élaboré, de plus articulé, de plus tranchant encore. Elle ne le déçut pas. Elle lui énuméra, debout face au bureau, les raisons pour lesquelles ce qu'il proposait était médiéval, archaïque, illégal probablement, humiliant certainement, et qu'elle n'était ni un actif de la Delacroix Construction, ni une monnaie d'échange, qu'elle avait passé 5 ans à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et une année supplémentaire en post-graduation à Lyon, non pas pour finir sa vie en instrument de règlement d'une dette contractée dans son dos, et que si son père pensait sincèrement qu'elle accepterait, il la connaissait moins bien qu'il ne le croyait. Philippe Delacroix écouta tout cela sans l'interrompre. Puis il ouvrit la chemise cartonnée et posa les documents sur le bord du bureau, orienté vers elle. Elle les lut debout. Elle les lut une deuxième fois en s'asseyant, sans s'en rendre compte, le corps ayant décidé à sa place que cette lecture-là méritait qu'on soit assis. Les comptes de la société, les emprunts, les garanties engagées, la maison de Neuilly, et une note du cabinet juridique mentionnant les délais, 2 semaines avant que la procédure de liquidation judiciaire ne soit inévitable. 400 emplois, 400 familles, des noms que Claire connaissait, des chefs de chantier avec qui elle avait passé des après-midi entières sur des sites, des comptables qui l'avaient vu grandir, des assistantes qui lui apportaient un café sans qu'elle ait à le demander. Elle referma les documents. Elle regarda son père. Pour la première fois de la matinée, il ne soutint pas son regard. Le créancier, lui dit-il alors, avait transmis un message simple. Son fils viendrait le samedi suivant pour la rencontrer. Rien de plus. Juste une rencontre. Claire quitta le bureau sans répondre. Elle traversa le couloir, sortit par la porte de service qui donnait sur le jardin, s'assit sur le muret de pierre près du bassin, où elle avait appris à faire du vélo, et resta là, le temps que le froid d'octobre finisse de lui rendre sa capacité à respirer normalement. Pas de larmes. Elle n'était pas quelqu'un qui pleurait dans les situations d'urgence. Elle pleurait plutôt après, quand la pression avait chuté et que le corps réclamait son dû. Là, sur ce muret, elle ne fit que regarder les feuilles mortes à la surface de l'eau et comprendre lentement que son non absolu de tout à l'heure n'avait peut-être pas la solidité qu'elle lui avait attribuée. Elle passa les jours suivants à construire des issues alternatives avec l'acharnement systématique qui caractérisait son travail sur les chantiers complexes. Elle appela 2 avocats, l'un spécialisé en droit des sociétés, l'autre en droit de la famille, et obtint des consultations en moins de 48 heures. Elle contacta discrètement 2 associés minoritaires de son père pour sonder la possibilité d'une entrée au capital externe. Elle passa une soirée entière à lire des articles sur les rachats de créances et les procédures de sauvegarde d'entreprise. Elle prit des notes. Elle élabora des scénarios. Elle fit ce qu'elle savait faire, transformer un problème en plan d'action, décomposer l'impossible en étapes, avancer. Mais les avocats lui confirmèrent ce qu'elle refusait d'entendre. L'accord de rachat de créances était solide. Bernard Morel n'avait rien fait d'illégal. Les associés n'avaient ni la liquidité ni l'appétit pour s'engager dans une recapitalisation d'urgence sur des bases aussi fragiles. Et le délai de 2 semaines avant liquidation judiciaire n'était pas une menace de négociation. C'était un état de fait comptable. Le samedi arriva avec ce calme indifférent que les échéances redoutées ont toujours. Le ciel au-dessus de Neuilly était d'un gris propre, lumineux malgré tout, le genre de temps qui refuse de correspondre à ce qu'on ressent. Claire s'était habillée avec soin, une veste ajustée, un pantalon droit, les cheveux attachés avec la précision de quelqu'un qui veut que sa mise en ordre extérieure compense ce qu'elle ne contrôle pas à l'intérieur. Elle était descendue dans le salon à 10h moins 10 et s'était installée dans le fauteuil près de la fenêtre avec un rapport de chantier qu'elle semblait lire mais dont elle ne retenait rien. Elle entendit le portail s'ouvrir à 10h précises. Et ce qu'elle vit par la fenêtre l'arrêta net. Pas de berline, pas de SUV sombre avec un chauffeur.
Un Renault Clio blanc, blanc de fabrication, pas de carrosserie, avec la peinture légèrement ternie des voitures qui ont vécu dehors plusieurs hivers. Un amassement discret sur l'aile gauche, du genre qu'on fait réparer un jour sans jamais trouver le bon moment. La voiture se gara avec une précision tranquille, le long du muret, et l'homme qui en sortit ne ressemblait à aucune des versions que Claire avait imaginées pendant la semaine. Julien Morel avait 31 ans, et il portait cela avec une aisance qui n'avait rien de délibéré. Jeans délavés, camiseta blanche, sous une veste légère en coton. Il referma la portière sans la claquer, regarda brièvement la façade de la maison de ce regard qu'on a quand on évalue quelque chose sans chercher à impressionner, et avança vers le portail principal. Ce qui frappa Claire, et elle ne s'y attendait pas, c'est qu'il n'avait pas l'air intimidé. Pas du tout. Il n'y avait dans sa posture ni la raideur de quelqu'un qui fait un effort pour paraître à sa place, ni la désinvolture affectée de quelqu'un qui joue un rôle. Il avançait simplement, comme on avance vers un endroit où on a décidé d'aller. Elle remarqua ses mains quand il serra celles de son père dans l'entrée. Des mains qui avaient travaillé pas seulement ce matin-là, mais des années entières de travail inscrites dans la façon dont les jointures étaient légèrement plus marquées, dont la peau des paumes portait cette texture particulière des gens qui démontent et remontent des moteurs depuis l'adolescence. Il avait dû les laver soigneusement avant de venir. On voyait qu'il avait fait cet effort, mais les mains avaient leur propre mémoire. Le déjeuner eut lieu dans la salle à manger du premier étage, celle que la famille réservait aux occasions officielles, et dont Claire avait toujours trouvé la solennité légèrement ridicule. La table était trop grande pour 4 personnes, Philippe, Claire et Julien, la mère de Claire, étant décédée 6 ans plus tôt, et son absence prenant ce jour-là une qualité particulièrement nette. Le silence s'installa presque immédiatement et dura assez longtemps pour devenir inconfortable pour tout le monde, sauf, semblait-il, pour Julien, qui mangeait avec un calme attentif et regardait parfois par la fenêtre vers le jardin sans que cela ressemble à de l'évitement. Claire attendit le dessert pour lancer ce qu'elle avait préparé. Elle prit le ton de quelqu'un qui pose une question de bonne foi et dit « Et en dehors de la mécanique, vous avez des projets professionnels à plus long terme ?» Il y avait dans la formulation ce qu'elle avait voulu y mettre, une légère pression sur les mots « plus long terme », une suggestion implicite que la mécanique n'était pas un horizon suffisant pour être prise au sérieux. Elle s'en rendit compte au moment même où elle prononçait la phrase, et une partie d'elle en eut légèrement honte. Mais l'autre partie attendait la réponse avec une curiosité presque scientifique. Julien posa sa fourchette, pas brusquement, avec cette même économie de geste qu'il avait eue depuis son arrivée. Il la regarda directement, sans s'offusquer, et dit « Mon garage a 12 ans, 3 employés, 2 semaines de liste d'attente en permanence. Je ne manque pas de perspective. » Ce n'était pas de la fanfaronnade. Il n'avait pas haussé le ton, n'avait pas cherché à l'impressionner. Il avait simplement répondu à sa question avec les faits, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de transformer la réalité pour lui donner de la valeur. Claire chercha quelque chose à répondre et ne trouva rien de convenable. Elle reprit son verre et but une gorgée d'eau en regardant le bord de la table. Son père détourna les yeux. Les 4 semaines suivantes furent étranges, d'une façon que Claire n'aurait pas su nommer avec précision. Elle continua à chercher des issues. Elle était incapable de ne pas chercher, mais avec une intensité qui diminuait graduellement, non pas parce qu'elle avait accepté la situation, mais parce que quelque chose dans l'architecture de l'accord s'était révélé imperméable à ses tentatives. Elle se retrouvait parfois à observer ce mécanisme de l'extérieur, avec une distance presque clinique. Voilà une femme intelligente et compétente qui se bat contre une paroi que son intelligence ne peut pas traverser. C'était une expérience nouvelle et profondément désagréable. Julien revenait à la maison 2 ou 3 fois par semaine pour des réunions avec Philippe concernant les modalités de l'accord. Claire travaillait le plus souvent dans le bureau du rez-de-chaussée, porte entr'ouverte, et entendait parfois des bribes de leur conversation, des phrases courtes, des chiffres, un rire de son père qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Elle ne cherchait pas à écouter, elle remarquait, simplement.
Le mercredi de la 3e semaine, elle descendit à la garage pour prendre sa voiture et rejoindre un chantier dans le 13e arrondissement. Le moteur peina au démarrage, s'arrêta, recommença et finalement refusa de partir. Claire connaissait assez les voitures pour savoir que c'était l'alternateur, un problème qu'elle avait différé depuis trop longtemps. Elle appela le service d'assistance auquel la Delacroix était abonnée. On lui annonça un délai de 4 heures minimum. Elle raccrocha et se retrouva debout dans le garage sombre, les clés dans la main, avec ce sentiment particulier d'une journée déjà compliquée qui décide de le devenir davantage. Elle entendit des pas dans l'allée latérale. Julien sortait du bureau, veste sur l'épaule, les clés du Clio dans la main. Il jeta un coup d'œil en direction du garage, vit Claire debout près de la voiture, ralentit légèrement. Elle ne dit rien. Il s'approcha, regarda le capot et sans poser de questions, sans demander la permission, sans annoncer ce qu'il allait faire, ouvrit le capot et se pencha sur le moteur. Claire le regarda faire pendant 2 ou 3 secondes, indécise entre l'irritation et autre chose qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Il était retourné à son Clio, avait ouvert le coffre et en avait sorti une caisse à outils compacte, avec les gestes de quelqu'un pour qui trouver le bon outil est aussi automatique que chercher ses clés dans sa poche. Il avait travaillé en silence pendant 40 minutes, concentration totale, sans commentaire, sans lever les yeux pour vérifier si elle le regardait encore. Elle resta. Elle n'aurait pas su dire pourquoi elle ne rentra pas dans la maison attendre. Elle observa ses mains, la façon dont il identifiait le problème, puis le désassemblait, la précision sans ostentation de chaque geste. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce spectacle qu'elle aurait été incapable d'expliquer à quiconque. Quand il referma le capot et dit « Essayez », elle monta dans la voiture. Le moteur démarra au premier coup. Elle sortit, referma la portière et dit « Merci » d'une voix aussi sèche et contrôlée que possible, parce que c'est tout ce qu'elle put produire dans cet instant où elle se sentait à la fois soulagée et contrariée d'être soulagée. Il sourit légèrement. Pas de triomphe dans ce sourire, pas de ironie. C'était le sourire de quelqu'un qui reconnaît la difficulté qu'a l'autre à dire ce qu'il dit, et qui trouve ça juste un peu attendrissant. « De rien, dit-il. C'est ce que je sais faire. » Il récupéra sa caisse à outils, la remit dans le coffre du Clio et démarra sans ajouter un mot. Claire passa cette nuit-là à se retourner dans son lit avec cette phrase dans la tête. Pas « c'est ce que je fais » ou « c'est mon métier » ou « pas de problème », c'est ce que je sais faire. Il y avait dans cette formulation quelque chose d'extraordinairement précis, une identité sans excuse, sans aspiration vers autre chose, sans le sous-entendu habituel que ce qu'on fait n'est qu'une étape vers ce qu'on voudrait être. Cet homme savait exactement qui il était. Claire, en y réfléchissant à 2 heures du matin dans l'obscurité de sa chambre, n'était pas certaine de pouvoir en dire autant d'elle-même avec la même simplicité. Le mariage eut lieu un samedi matin de novembre, sous un ciel de Paris qui avait décidé d'être neutre. Ni beau ni mauvais, juste cette lumière grise et diffuse qui efface les ombres et donne aux façades une qualité presque photographique, comme un décor sans intention particulière. La mairie du 7e arrondissement était un bâtiment dont Claire avait toujours trouvé l'architecture respectable, sans être émouvante. Des proportions solides, des plafonds hauts, cette odeur de pierre et de papier administratif qui rappelle que les institutions ont leur propre temporalité, indifférente aux urgences individuelles. Elle y était entrée à 10h moins 5, avec la conscience aiguë d'être en train d'accomplir quelque chose d'irréversible. 30 personnes. Elle avait compté machinalement en entrant dans la salle, une habitude professionnelle, évaluer un espace en fonction du nombre qu'il contient. Du côté de la Croix, sa tante Marguerite, 2 cousins qu'elle voyait aux fêtes de fin d'année, quelques amis proches qui avaient répondu présents avec une loyauté qu'elle leur était reconnaissante de ne pas avoir accompagné de trop de questions. Des collègues de la direction qui étaient venus par décence et dont elle voyait le malaise dans la façon dont ils se tenaient, droit,
souriant d'un sourire de circonstance, cherchant des yeux quelque chose à regarder qui ne soit pas directement elle. Du côté de Julien, 3 personnes. Son père d'abord. Monsieur Bernard Morel, 59 ans, un homme compact et silencieux dont le visage portait cette économie d'expression de ceux qui ont appris à ne pas dépenser leurs émotions inutilement. Il était arrivé le premier, s'était assis du côté gauche de la salle avec une tranquillité absolue et n'avait pas regardé une seule fois en direction de Philippe Delacroix. 2 amis de Belleville accompagnaient Julien, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts et un homme de son âge, tous deux habillés avec ce soin particulier des gens qui mettent leur meilleur manteau pour les occasions exceptionnelles. Claire portait une robe blanche simple, sans voile, sans traîne, sans le buquet qu'elle avait refusé catégoriquement quand le traiteur de son père avait demandé des instructions. Elle n'allait pas jouer ce rôle-là. Elle allait signer un document, honorer une parole que son père avait engagée à sa place et continuer à vivre. C'était la version des choses qu'elle s'était construite pendant les 4 semaines précédentes et à laquelle elle s'accrochait avec la même rigueur qu'elle mettait à tenir un budget de chantier. Julien portait un costume sombre, marine, pas noir, bien taillé, mais qu'on sentait clairement sorti d'une garde-robe qui ne le voyait que rarement. Il était impeccablement repassé. Ce détail-là, cette évidence du soin apporté à quelque chose d'inhabituel, lui traversa l'esprit pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne referme cette pensée comme on referme une fenêtre. L'officier d'état civil lut les formules avec le débit professionnel de quelqu'un qui en a prononcé plusieurs centaines. Claire répondit au bon moment. Julien aussi. Leurs mains se touchèrent le temps de l'anneau. Ses doigts étaient frais et secs, les siens légèrement crispés. Et ce contact dura exactement ce qu'il devait durer, ni plus ni moins, avec une discrétion qui ressemblait à un accord tacite entre 2 personnes qui comprennent que certaines choses n'ont pas besoin d'être soulignées pour exister. Le cocktail eut lieu dans une salle de réception que son père avait réservée dans un hôtel du 7e, à 3 minutes à pied de la mairie. Claire mangea debout près d'une fenêtre donnant sur la rue, avec une assiette qu'elle vida à moitié, sans vraiment goûter ce qu'elle contenait. Julien était à l'autre bout de la salle, dans une conversation avec ses 2 amis de Belleville, et elle l'observa 1 ou 2 fois depuis sa position, brièvement, avec la neutralité d'une analyste qui catalogue des données, sans encore savoir ce qu'elle en fera. Il riait d'une façon détendue, la tête légèrement inclinée, le genre de rire qui n'est pas calculé pour être entendu depuis l'autre bout de la pièce, mais qui l'est quand même parce qu'il est sincère. Sa tante Marguerite vint lui parler pendant 10 minutes avec une bienveillance touchante et totalement impuissante. Claire lui sourit et dit que tout allait bien avec la conviction d'une professionnelle du démenti. La nuit tomba sur Paris, comme elle le fait en novembre. Sans prévenir, rapidement, avec cette brutalité douce des fins d'après-midi qui basculent en soirée avant qu'on ait eu le temps de noter la transition. Le père de Claire avait réservé une suite dans un hôtel du 8e arrondissement, geste qui ressemblait à de la culpabilité, transformé en confort matériel, son registre habituel de compensation. Claire y était arrivée la première, avait posé son sac sur le fauteuil près de la fenêtre, regardé la vue sur l'avenue des Champs-Élysées qui se déployait en bas avec ses lumières d'une clarté presque agressive, et s'était assise sur le bord du lit, dos à la porte, les mains posées à plat sur ses genoux. Elle entendit la porte s'ouvrir. Elle n'avait pas la force de se retourner. Elle entendit ses pas, discrets, mesurés, et puis le silence de quelqu'un qui s'est arrêté et qui évalue la situation avec le même calme qu'il mettait à évaluer un moteur défaillant. Puis le matelas se déposa légèrement sous un poids à une distance d'elle suffisamment grande pour être délibéré, et ce geste-là, cette distance choisie, cette attention à ne pas envahir un espace qui n'était pas encore partagé, produisit en elle quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir ce soir-là. Le silence entre eux était dense, comme du béton armé, pour reprendre une métaphore de son domaine, et elle se demandait s'il allait parler en premier ou si elle allait devoir le faire, et ce qu'il y aurait à dire qui ne soit pas à la fois nécessaire et insuffisant, quand il prit la parole d'une voix basse,
posé qui n'avait rien de dramatique. « Je m'appelle Bernard Morel, dit-il. » Claire ne bougea pas. Elle sentit quelque chose se contracter dans sa cage thoracique. « Bernard Julien Morel, » continua-t-il avec la même voix, sans accélérer. « Mon père est le créancier du vôtre. Mais avant ça, mon père a travaillé 22 ans à la Delacroix Construction. Il a été licencié sans cause réelle en 2019. Il a perdu sa maison. Il a failli perdre la santé. Il a mis de côté chaque centime de ses indemnités et d'autres travaux pendant 4 ans, jusqu'à avoir assez pour racheter la dette de votre père à la banque qui n'attendait plus. Pas pour détruire quoi que ce soit, pour nous mettre autour d'une même table. » Claire ne respirait plus normalement. Elle avait conscience de cela. La façon dont l'air entrait et sortait de ses poumons avec une irrégularité nouvelle, comme si la mécanique habituelle réclamait une attention supplémentaire pour fonctionner. « Je savais qui vous étiez avant d'entrer dans cette maison, » dit Julien, toujours avec cette voix qui ne cherchait ni à convaincre ni à émouvoir, mais simplement à dire. « Je savais que vous avez étudié l'architecture à Malaquais, que vous travaillez dans l'entreprise de votre père, que vous êtes compétente et fière, mais vous ne saviez pas qui j'étais, et j'avais besoin de savoir si vous étiez capable de me voir comme une personne avant de savoir ce que ma famille possède. » Il s'arrêta. La phrase suivante vint après un temps suffisamment long pour que Claire comprenne qu'il l'avait pesé. « Vous avez réussi le test que je ne vous avais pas dit que vous passiez. » Le silence qui s'ensuivit dura presque 2 minutes. Claire le sut parce qu'elle avait fixé le reflet de la lumière des Champs-Élysées sur le parquet ciré de la suite, et que ce reflet ne bougea pas, et qu'elle compta intérieurement sans savoir pourquoi. Peut-être parce que compter était la seule activité qui lui était accessible dans cet instant où son cerveau tentait de réorganiser l'intégralité de ce qu'elle croyait comprendre de la situation. Elle se leva. Elle alla jusqu'à la fenêtre. En bas, Paris brillait avec l'indifférence magnifique des grandes villes pour les émotions individuelles. Les voitures glissaient sur l'asphalte mouillé d'une bruine récente. Les lumières des boutiques fermées dessinaient des rectangles oranges sur le trottoir. Un groupe de touristes traversait dans le mauvais sens du passage piéton sans que personne ne s'en offusque. Elle regardait tout cela sans le voir vraiment, occupée à quelque chose de plus intérieur et de plus exigeant. Elle pensa à son père dans ce bureau, 1 semaine plus tôt, avec sa chemise cartonnée et sa peur qu'elle n'avait jamais vue avant. Elle pensa aux 400 familles dont elle connaissait certains noms. Elle pensa à M. Bernard Morel, assis seul du côté gauche de la salle ce matin, avec son visage fermé et ses 22 ans dans une entreprise qu'il avait effacée d'un trait de stylo. Elle pensa au Renault Clio blanc, avec son amassement sur l'aile gauche. Elle pensa à cette phrase « C'est ce que je sais faire » et à la nuit entière qu'elle avait passée à ne pas réussir à la mettre de côté. Quand elle se retourna, ses yeux étaient rouges. Pas de larmes sur les joues, juste cette rougeur qui précède, cette preuve physique d'une résistance maintenue à grand effort. Sa voix, quand elle parla, était ferme. Pas la fermeté d'avant, celle qui servait à tenir les autres à distance. Une autre fermeté, plus difficile à maintenir précisément parce qu'elle ne défendait plus rien. « Combien de propriétés ?» dit-elle. Julien ne scia pas. Il répondit sans hésitation, avec le ton factuel de quelqu'un qui n'attribue pas plus d'importance aux chiffres qu'il n'en mérite. 3 locaux commerciaux à Belleville, 2 appartements à Montmartre, une participation dans 2 sociétés de transport, et la dette de votre père que j'annule demain matin sans condition. Claire ferma les yeux brièvement. Pas pour se cacher, pour enregistrer. Mon père ne veut pas la Delacroix, continua Julien. Il veut que votre père le regarde dans les yeux et reconnaisse les 22 ans qu'il a effacés comme s'ils n'avaient pas existé. Un long silence passa entre eux. Claire rouvrit les yeux et le regarda depuis la fenêtre, la ville lumineuse dans son dos, lui assis sur le bord du lit, avec cette posture tranquille d'un homme qui a dit ce qu'il avait à dire et qui n'a pas peur de ce qui vient après. « Et la garage ?» dit-elle enfin. « C'est là que je veux être », répondit-il simplement. « Ça a toujours été là. » Pas d'inflexion nostalgique dans cette phrase, pas de résignation non plus,
Juste un constat clair et sans aspérité de quelqu'un qui a choisi sa vie à un moment donné et qui n'a pas changé d'avis depuis. Claire perçut quelque chose dans cette réponse qu'elle mit un moment à identifier, debout contre la fenêtre de cet hôtel du 8e arrondissement, à 1 heure du matin, avec la conscience que ce samedi avait été le plus étrange de son existence. Ce qu'elle perçut, c'était de l'envie, pas du désir, pas de l'attraction, de l'envie au sens propre du terme. Elle enviait cette certitude-là. Cette capacité à savoir, sans avoir besoin de le justifier, sans chercher de validation dans le regard des autres. Elle ne répondit rien. Elle prit son sac sur le fauteuil, sortit de la salle de bain l'oreiller de rechange qu'elle avait localisé en arrivant, le posa sur le canapé du salon attenant à la chambre et dit sans se retourner « Le canapé est à vous si vous voulez. » Il dit « Merci ». Elle éteignit la lumière de son côté et s'allongea sur le lit, les yeux ouverts dans le noir, à écouter Paris respirer par la fenêtre entr'ouverte. Les semaines qui suivirent le mariage eurent cette texture particulière des périodes de transition. Ni vraiment un avant, ni encore un après, mais quelque chose d'intermédiaire et d'instable, comme un chantier en cours dont on ne voit pas encore la forme finale sous l'échafaudage. Claire retourna au bureau le lundi matin avec la ponctualité irréprochable qui était sa signature, répondit à ses mails, valida 2 rapports de suivi, assista à une réunion de coordination pour un immeuble de bureau dans le 14e dont elle suivait la livraison depuis le printemps. Elle fit tout cela avec un professionnalisme intact et une partie d'elle-même occupée ailleurs, à trier et reclasser des informations que la nuit du samedi avait déposées dans un ordre nouveau. Elle n'avait pas parlé à Julien depuis l'hôtel. Il était parti tôt le lendemain matin. Elle avait entendu le bruit de la porte d'entrée de la suite à 7h moins le quart, les pas dans le couloir, et puis le silence revenu comme si rien n'avait eu lieu. Elle s'était demandé, dans ce demi-sommeil de l'aube, ce qu'on était censé faire le lendemain d'un mariage comme celui-là, et n'avait trouvé aucun protocole applicable. Ils avaient convenu, dans les jours précédant la cérémonie, d'un arrangement pratique. Claire garderait son appartement dans le 16e, où elle vivait depuis sa prise de poste à la Delacroix, et Julien garderait le sien à Belleville, au-dessus de la garage, où il vivait depuis les 8 ans qu'il dirigeait l'affaire. Ils se verraient selon les nécessités, administratives, familiales, et tout ce que la situation inventerait d'autre. Claire avait trouvé cet arrangement raisonnable et s'était sentie légèrement surprise, que Julien ne le conteste pas, comme si elle avait anticipé qu'il chercherait à obtenir davantage et qu'il avait refusé de jouer ce rôle. Ce fut lui qui appela le mercredi, pas pour une raison précise, semblait-il au début de la conversation. Il demanda si la voiture avait encore eu des problèmes, ce à quoi elle répondit non avec une brièveté polie. Puis il dit que son père souhaitait rencontrer Philippe Delacroix en fin de semaine, si cela était possible, pour régler les dernières formalités concernant l'annulation de la créance. Il demanda si elle pouvait transmettre le message. Elle dit oui. Il y eut une pause assez longue pour ne pas être tout à fait un silence de transition. Puis il dit « Comment vous allez ?» avec une simplicité qui rendit la question difficile à traiter superficiellement. Elle réfléchit une seconde. « Je gère, dit-elle enfin. « Je sais, dit-il. » Et il raccrocha avec la même absence de cérémonie qu'il mettait à tout le reste. Elle resta le téléphone dans la main, debout dans son couloir, avec l'impression légèrement déstabilisante d'avoir été vue à travers quelque chose qu'elle n'avait pas ouvert. La rencontre entre les 2 pères eut lieu le vendredi suivant, dans le bureau de la maison de Neuilly. Claire n'y assistait pas. Ce n'était pas une décision concertée, juste une évidence tacite que cette réunion appartenait à des hommes qui avaient un compte entre eux qui n'impliquait pas encore elle. Elle travailla dans la cuisine, ordinateur ouvert, café refroidissant dans sa tasse, et entendit des voix basses depuis l'autre côté du couloir pendant près d'1 heure et demie. Elle n'entendit pas de cris. Elle n'entendit pas non plus de rire. Elle entendit le murmure soutenu de 2 hommes qui disent des choses difficiles avec des voix qui refusent de céder. Quand la porte du bureau s'ouvrit,
Julien sortit le premier et s'arrêta sur le seuil du couloir. Il la vit dans la cuisine. Il hocha la tête légèrement, un geste qui signifiait quelque chose comme ça s'est passé, ça a eu lieu. Et elle hocha la tête en retour. Bernard Morel sortit quelques secondes après, suivi de Philippe. Les deux hommes n'étaient pas réconciliés. On ne répare pas 22 ans d'effacement en 90 minutes. Mais il y avait dans la façon dont ils traversèrent le couloir une modification subtile de la pression atmosphérique entre eux, comme après un orage qui a craché ce qu'il avait à cracher et qui hésite encore sur ce qui vient. Ce soir-là, après que Bernard et Julien furent partis, Philippe Delacroix s'assit dans le salon et Claire s'assit en face de lui, et pour la première fois depuis le lundi de la chemise cartonnée, ils se regardèrent vraiment. Son père avait vieilli en quelques semaines d'une façon qui n'était pas visible dans les traits, mais dans quelque chose de plus intérieur, une fatigue qui venait de plus loin que le corps. Elle perçut quelque chose en lui ce soir-là, non pas de la faiblesse, mais de l'humanité, ce qui n'est pas la même chose. Un homme qui avait pris des décisions catastrophiques par orgueil et par peur et qui commençait à en mesurer le vrai prix, lequel n'était pas financier. « Je suis désolé, dit-il enfin, juste ça, sans justification, sans la syntaxe habituelle du « mais » que les excuses traînent souvent derrière elles. » Claire ne dit rien pendant longtemps. Puis, Bernard Morel a travaillé 22 ans pour cette entreprise. Philippe ferma les yeux. « Je sais, dit-il. » Ils restèrent assis ensemble dans le salon encore 1 heure, sans parler beaucoup, à regarder la nuit tomber sur le jardin par la baie vitrée. Ce fut l'une des soirées les plus étranges et les plus nécessaires que Claire se rappellerait avoir passées avec son père. Novembre avança avec ses journées courtes et ses lumières précoces, et Paris prit cette tonalité particulière des villes nordiques en automne, un peu mélancolique, un peu belle, avec ce contraste entre l'obscurité extérieure et la chaleur des intérieurs éclairés qu'on aperçoit depuis la rue. Claire commença à traverser les jours différemment, sans qu'elle puisse en attribuer la responsabilité à un événement précis. Elle dormait mieux. Elle mangeait à des heures régulières. Elle remarquait des choses qu'elle n'avait pas remarquées avant. La façon dont la lumière de fin d'après-midi entrait dans son bureau, au bureau, la texture d'un café bien extrait, le bruit de la ville qui changeait entre 7h et 7h30 le matin. Julien et elle se parlaient au téléphone 2 ou 3 fois par semaine, pour des raisons qui commençaient à chercher moins de justification. Une fois pour une question administrative concernant leur dossier à la mairie, des documents complémentaires à fournir. Une autre fois parce qu'elle avait une question sur un problème de véhicule de chantier que la Delacroix utilisait et dont le prestataire habituel n'arrivait pas à identifier l'origine. Il l'avait guidée à distance avec une précision économique. Demandez-leur de vérifier le circuit de refroidissement en premier, pas l'alternateur. Et le prestataire avait trouvé le problème exactement là où Julien l'avait indiqué. Elle l'avait rappelé pour lui dire que c'était résolu, et il avait dit « logique » avec un amusement dans la voix qu'elle commençait à reconnaître. Un samedi de la mi-novembre, il lui proposa de venir à Belleville. Elle ne s'y attendait pas. La proposition était formulée avec naturel, sans enjeu apparent. Il avait un client qui lui avait amené une Peugeot 308 avec un problème électrique inhabituel et il pensait qu'elle serait peut-être curieuse de voir comment ça fonctionnait, vu qu'elle s'occupait de bâtiments et que les problèmes de diagnostic avaient une logique similaire à celle des structures. C'était un argument étrange, et elle le savait. Elle l'accepta quand même, peut-être précisément parce que c'était un argument étrange. La garage Morel & Fils occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble du boulevard de Belleville, avec une façade peinte en bleu marine qui avait dû être refaite il y a 4 ou 5 ans, et qui vieillissait proprement. 2 voitures étaient sur les ponts à l'intérieur, une 3e garée dans la cour. L'odeur était celle de la mécanique. Huile, métal chaud, un fond de caoutchouc, avec quelque chose d'autre en dessous, plus difficile à définir. Peut-être simplement l'odeur d'un endroit où les gens travaillent vraiment depuis longtemps. 3 employés. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes de protection sur le front,
leva la tête en la voyant entrer et dit quelque chose en direction de Julien dans un registre qui ressemblait à une taquinerie. Julien lui répondit en souriant, sans se retourner. Claire ne demanda pas de traduction. Il lui montra le problème de la 308, un défaut dans le capteur de position de l'arbre à cames, qui envoyait des signaux erronés au calculateur et provoquait des ratés d'allumage aléatoires, le genre de panne qui peut faire chercher pendant des heures quelqu'un qui ne sait pas où regarder. Il l'expliqua en termes simples, mais pas simplistes, avec la précision pédagogique de quelqu'un qui comprend suffisamment bien quelque chose pour en donner l'essentiel, sans en déformer la réalité. Elle écouta. Elle posa 2 questions. Il répondit aux 2 questions avec le même sérieux qu'il aurait mis à répondre à un père. Pas de condescendance. Elle l'aurait senti immédiatement. C'était le genre de choses qu'elle détectait avant même d'avoir eu le temps de l'analyser. Il n'y en avait pas. À midi, l'un des employés sortit une baguette et un assortiment de provisions d'un sac en papier et posa le tout sur le plan de travail métallique qui servait manifestement à la fois de bureau et de table de repas. Julien lui fit signe de s'approcher avec la désinvolture de quelqu'un qui considère la chose évidente. Il y avait du fromage, du jambon, des cornichons et une quiche lorraine emballée dans du papier aluminium que quelqu'un avait acheté chez le boulanger du coin. Julien coupa des tranches avec un couteau de cuisine qui avait manifestement connu des années de service et posa une assiette en carton devant elle sans cérémonie. Elle s'assit sur le tabouret qu'il avait approché, prit sa fourchette et mangea. La quiche était bonne, pâte bien cuite, appareil légèrement fumé avec un fond de noix de muscade. Elle l'aurait peut-être mangée sans vraiment y prêter attention en d'autres circonstances, mais là, dans cette garage qui sentait l'huile et le métal, assise sur un tabouret métallique avec une assiette en carton sur les genoux, elle avait une saveur différente, pas meilleure objectivement, mais plus présente, plus réelle, d'une façon qu'elle ne savait pas encore nommer. La conversation à table, si on pouvait appeler ça une table, commença par des sujets pratiques. L'état du parc automobile de la Delacroix, que Julien connaissait partiellement via son père, les problèmes récurrents des camions de chantier, qui n'étaient pas assez bien entretenus selon des intervalles réguliers. Elle avait une opinion là-dessus. Le prestataire historique facturait trop cher pour une qualité trop basse, et elle avait déjà suggéré à son père de mettre le contrat en concurrence. Julien l'écoutait en buvant son café dans un gobelet en plastique avec l'attention de quelqu'un qui traite l'information comme si elle allait servir à quelque chose. Puis la conversation glissa sans qu'on l'ait décidé, vers l'architecture parce qu'elle avait mentionné un chantier en cours, vers Belleville parce que le quartier avait changé depuis 10 ans et que Julien avait des opinions là-dessus, pas nostalgiques mais précises, des observations sur la façon dont les prix avaient évolué, sur ce qui avait disparu et ce qui restait. Vers les années à Lyon, elle lui avait parlé de sa post-graduation presque sans s'en rendre compte, d'un séminaire sur la réhabilitation du patrimoine industriel qui avait changé sa façon de voir les bâtiments. Il l'avait écoutée avec cette qualité d'attention particulière qu'elle reconnaissait maintenant comme caractéristique de lui. Pas cette politesse de surface qui attend son tour de parler, mais une écoute active qui suit le fil et pose la question suivante au bon endroit. « Vous regrettez de ne pas être resté en architecture pure ?» demanda-t-il à un moment. La question la prit légèrement par surprise. Pas parce qu'elle était indiscrète, mais parce qu'elle touchait quelque chose qu'elle n'avait pas sorti du tiroir depuis longtemps. « Parfois, dit-elle honnêtement, la gestion de projet, c'est concret, c'est utile, ça a du sens, mais il y a des matins où j'aurais voulu dessiner plutôt que gérer. » Il hocha la tête, pas pour approuver, mais pour accuser réception. « C'est pas perdu, dit-il simplement. Ce n'était ni une consolation ni un conseil, c'était une observation, posée là comme un fait, et elle le reçut comme tel. Ils restèrent dans la garage jusqu'à presque 16 heures. Julien finit la 308, elle l'observa en partie consulta des mails depuis son téléphone assis sur le même tabouret, et l'employé aux lunettes de protection lui apporta un 2e café sans qu'elle l'ait demandé. Elle réalisa à un moment donné
qu'elle n'avait pas regardé l'heure depuis plusieurs heures et que c'était une rareté suffisamment remarquable pour être notée. En partant, elle s'arrêta sur le seuil, les clés dans la main, et dit « C'est bien votre garage ». Pas d'ironie dans la phrase, pas de la condescendance inversée de quelqu'un qui décide de saluer ce qu'il aurait méprisé avant. Juste une constatation franche, la première de ce type qu'elle lui faisait sans que son orgueil en réclame un péage. Il sourit, ce sourire qu'elle commençait à connaître, et qui était différent selon les moments, mais dont cette version-là était la plus ouverte qu'elle avait vue. « Vous pouvez revenir, dit-il. » Elle hocha la tête et sortit dans le froid de Belleville, qui sentait les frites et les épices du marché qui finissaient de se ranger. Elle marcha jusqu'à sa voiture garée un peu plus loin, s'assit au volant et resta là 30 secondes sans démarrer, à regarder la façade bleue de la garage dans le rétroviseur. Pas de larmes, pas de révélation dramatique, juste la conscience douce et légèrement inquiétante que quelque chose avait commencé à bouger dans une direction qu'elle n'avait pas choisie et qu'elle ne savait pas encore si elle avait envie d'arrêter. Décembre arriva sur Paris comme il arrive toujours, avec ses lumières accrochées aux platanes des grandes avenues, ses marchés de Noël qui sentirent la cannelle et le vin chaud, et cette façon qu'a la ville de se transformer en décor de quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à vivre pleinement quand on a la tête ailleurs. Claire traversait tout cela avec la conscience légèrement décalée de quelqu'un qui observe une fête depuis le côté extérieur d'une fenêtre. Elle voyait les lumières, elle sentait le froid, elle entendait les chants depuis les haut-parleurs des échoppes, mais quelque chose en elle était occupé à autre chose, à un travail intérieur silencieux dont elle n'aurait pas encore su formuler les contours. Elle et Julien se voyaient maintenant avec une régularité qui ne s'était pas discutée, mais qui s'était installée naturellement, par accumulation de petits gestes, un café pris ensemble après une réunion administrative dans le 7e. Une conversation téléphonique qui s'étendait au-delà de son objet initial, un message envoyé un soir pour envoyer une photo d'un détail architectural qu'elle avait photographié sur un chantier et qu'elle pensait l'intéresserait pour une raison qu'elle n'avait pas cherché à préciser. Il avait répondu par une seule phrase. « La rouille, c'est pas de la dégradation, c'est de la mémoire. » Elle avait relu cette phrase plusieurs fois. Un soir de la première semaine de décembre, ils marchèrent ensemble sur les quais de Seine, depuis le pont de l'Alma jusqu'au pont des Arts. Ce n'était pas planifié. Ils sortaient d'un rendez-vous à la préfecture pour un document de changement d'adresse administrative, la procédure habituelle et froide du mariage transformée en paperasse, et l'un d'eux avait dit « Il fait moins froid que prévu » et l'autre avait répondu « Oui » et ils avaient marché. La Seine était noire et brillante sous les lumières des ponts, avec ses reflets qui s'allongent et se déforment à la surface de l'eau, et qu'on ne se lasse pas de regarder même après des années à Paris. Il y avait peu de monde sur les quais à cette heure. Quelques promeneurs, un couple assis sur un banc, un jogger qui passa en soufflant dans le froid. Ils marchèrent d'abord sans parler beaucoup, dans ce silence que Claire aurait trouvé inconfortable quelques semaines plus tôt, et qui ce soir-là ne réclamait pas d'être rempli. Puis Julien parla de son père, de la façon dont Bernard Morel avait vécu les 4 années après son licenciement, les déménagements successifs, le studio à Aubervilliers, où ils s'étaient retrouvés tous les deux l'hiver 2020. Son père qui se levait à 6 heures chaque matin, avec la même rigueur qu'il avait toujours eue, mais qui n'avait nulle part où aller. Cette énergie retournée vers l'intérieur qui avait failli avoir raison de lui. Julien parlait de cela sans apitoiement, avec la précision factuelle de quelqu'un qui a digéré la douleur, mais qui ne prétend pas qu'elle n'a pas existé. Il regardait la scène en parlant, et Claire marchait à côté de lui et écoutait vraiment. Pas en préparant sa réponse, pas en cherchant le bon endroit pour placer de l'empathie de forme, mais en laissant les mots entrer et produire leur effet. « Il ne vous en a jamais voulu », dit Julien à un moment. Pas à vous directement, mais à la façon dont certaines personnes peuvent décider qu'un homme n'existe plus du jour au lendemain. Claire garda les yeux sur l'eau. « Mon père n'est pas quelqu'un de mauvais, » dit-elle enfin. C'était une phrase qu'elle n'avait pas prévu de prononcer ce soir-là et qui sortit avec cette netteté des choses vraies qu'on dit sans les avoir répétées. Mais
Il a fait des choses mauvaises, et je crois qu'il le savait. Julien hocha la tête. Ils continuèrent à marcher. « Et vous » dit-il un peu plus loin. « Vous le saviez » La question la prit par la gorge avec une douceur qui n'en était pas moins ferme. 2 mois plus tôt, elle aurait répondu non sans hésiter, avec la conviction de quelqu'un qui n'avait aucune raison de savoir. Ce soir-là, elle prit le temps d'y penser vraiment et dit « Je crois que je n'ai pas regardé ce que je n'avais pas envie de voir. » Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il avait la qualité particulière des silences qui accueillent quelque chose de difficile sans le juger. Ils s'arrêtèrent sur le pont des Arts, appuyés à la rambarde côte à côte, à regarder l'eau en dessous. Les cadenas avaient été retirés des années plus tôt, mais la rambarde en gardait cette texture particulière, marquée par les années et les mains. Le souffle de Julien faisait de la buée dans l'air froid. Claire avait les mains dans les poches de son manteau. Paris bruissait autour d'eux avec sa rumeur habituelle. Moteur, voix lointaine, le klaxon bref d'une voiture. Et cette rumeur ressemblait ce soir-là à quelque chose de bienveillant, à un fond sonore qui permettait le reste. « Votre père a demandé à Bernard de lui montrer des photos, » dit Julien. « Du chantier de la rue Championnet, celui de 2004. Mon père était chef d'équipe. Il avait gardé des photos sur son téléphone depuis qu'on les a transférées d'un vieux CD. » Claire se retourna vers lui. « Il le lui a montré ?» ?»« Oui. » Elle ne dit rien. Elle imagina son père, Philippe Delacroix avec ses coups de menton et ses silences autoritaires, regarder des photos de chantier sur le téléphone d'un homme qu'il avait laissé partir sans raison réelle, 22 ans après. Elle se demanda ce que ça lui avait fait de voir ça. Elle espéra que ça lui avait fait quelque chose de suffisamment durable. Ils rentrèrent chacun de leur côté ce soir-là. Devant le métro pont de l'Alma, ils se séparèrent avec cette brièveté désormais habituelle entre eux. Pas de cérémonie, pas d'excès de politesse, juste un au revoir direct qui avait la qualité des choses qui n'ont pas besoin d'être soulignées pour peser. Claire descendit dans le couloir du métro et attendit sa rame en pensant à la façon dont la soirée avait évolué depuis le guichet de la préfecture et à ce que ça signifiait qu'une telle évolution puisse avoir lieu sans qu'on l'ait organisée. 2 jours plus tard, elle téléphona à Julien à 22 heures passées sans vraiment y avoir réfléchi avant de composer le numéro. Il décrocha à la 2e sonnerie. Elle dit qu'elle avait un problème sur un dossier de réhabilitation. Un bâtiment du 11e dont la structure portante présentait des anomalies que les rapports d'expertise n'arrivaient pas à trancher clairement entre défauts originels de construction et dégradation progressive. Ce n'était pas tout à fait un prétexte. Le problème était réel, mais elle aurait pu appeler son ingénieur structure. Elle avait appelé Julien. Il l'écouta décrire le problème. Il posa 3 questions très précises. Puis il dit « Le béton de l'époque utilisait des agrégats différents. Si les fissures suivent un tracé oblique par rapport aux joints de coffrage, c'est originel. Si elles sont horizontales et régulièrement espacées, c'est de la dégradation par carbonatation. » Elle nota cela sur son carnet. Puis ils continuèrent à parler jusqu'à minuit passé, de la réhabilitation, puis d'une émission de radio qu'il avait écoutée en travaillant sur une carburation, puis de l'hiver à Paris et de la façon dont certains hivers ont une personnalité plus marquée que d'autres, puis de rien de particulier, et de tout à la fois, ces conversations qui n'ont pas d'objet précis, mais qui ont une direction. À un moment, il y eut un silence, et dans ce silence, Claire perçut quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à regarder en face depuis plusieurs semaines. Elle le sentit physiquement. Un léger resserrement à hauteur du sternum, une chaleur dans les joues, qui n'avait rien à voir avec la température de l'appartement. Elle était allongée sur son canapé dans le noir, téléphone contre l'oreille, et la voix de Julien dans cet écouteur avait depuis quelques semaines quelque chose d'aussi familier que les bruits de son propre appartement. Ce n'était pas de la raison, pas de la stratégie, pas du calcul. C'était quelque chose de plus simple et de beaucoup plus dérangeant que tout cela. Elle ne dit rien à ce sujet ce soir-là. Elle dit bonne nuit avec une voix qu'elle s'efforça de rendre normale, raccrocha
et resta longtemps dans le noir à écouter le silence de son appartement du 16e qui lui sembla ce soir-là plus grand que d'habitude. La semaine avant Noël, elle retourna à Belleville. Cette fois, sans invitation particulière, elle avait envoyé un message en milieu de matinée pour demander s'il était là, et il avait répondu oui avec un point d'exclamation qu'il n'avait pas pour habitude d'utiliser. Il lui avait prêté une combinaison de travail, trop grande d'une taille, qu'elle roula aux manches et aux chevilles, et lui avait montré comment changer un filtre à huile, geste dont la mécanique l'amusa parce qu'elle retrouvait dans sa logique quelque chose d'analogue à ce qu'elle faisait sur un chantier, identifier le système, comprendre sa fonction, intervenir au bon endroit avec le bon outil. Elle travailla à ses côtés pendant 2 heures sur une Citroën C3 dont le propriétaire avait reporté l'entretien depuis trop longtemps. Ses mains se couvrirent de traces noires. Elle ne dit rien là-dessus. L'employé aux lunettes de protection, elle apprit qu'il s'appelait René et qu'il travaillait avec Bernard Morel depuis les origines de la garage, lui apporta un chiffon propre à un moment, avec un sourire sous la moustache et une formule en argot de Belleville qu'elle ne comprit pas entièrement, mais dont la bienveillance était claire. Ils déjeunèrent ce jour-là avec une soupe à l'oignon que Julien avait préparée dans la petite cuisine attenante à son appartement au-dessus de la garage. Il était descendu la chercher dans une casserole couverte de papier aluminium, avec la désinvolture de quelqu'un pour qui nourrir les gens est un réflexe, pas un geste. La soupe était dense et dorée, avec ce fond de bouillon de bœuf et cet oignon longuement caramélisé dont le parfum avait quelque chose de profondément réconfortant dans le froid de décembre. Il y avait du gruyère râpé et du pain de campagne coupé en tranches épaisses. Claire mangea lentement, les coudes sur le plan de travail métallique, et se dit que c'était probablement la meilleure soupe à l'oignon qu'elle avait mangée depuis longtemps, ce qui était peut-être dû à la soupe elle-même, ou peut-être à l'endroit, ou peut-être à quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. « Vous faites ça souvent ?» dit-elle. « Cuisiner pour les employés. Mon père faisait pareil. » dit-il. Il disait que les gens qui travaillent avec les mains mangent mieux que les autres parce qu'ils ont faim pour de vrai. Elle sourit. Pas le sourire poli qu'elle distribuait en réunion, mais quelque chose de plus petit et de plus honnête, le genre qui arrive avant qu'on ait eu le temps de décider de sourire. Il le vit. Il ne dit rien, mais il le vit, et elle sut qu'il l'avait vu. Et ce moment-là eut la densité silencieuse d'un accord passé sans mots. Bien plus tard, ce soir-là, de retour dans son appartement, elle ouvrit son ordinateur et passa 20 minutes à regarder ses anciens travaux d'architecture. Des projets de master, des esquisses de sa dernière année à Malaquais, un projet de réhabilitation d'une usine du 20e arrondissement qu'elle avait développé pendant sa post-graduation à Lyon et qui avait obtenu la meilleure note de sa promotion. Elle ne l'avait pas regardé depuis 3 ans. Elle le regarda longtemps. Elle ferma l'ordinateur. Elle alla se coucher avec l'impression étrange d'avoir retrouvé quelque chose qu'elle n'avait pas su qu'elle cherchait. La crise arriva un mardi matin de janvier, sans prévenir, avec cette brutalité ordinaire des mauvaises nouvelles qui ne choisissent pas leurs horaires. Claire était au bureau depuis 7h30, debout devant la grande fenêtre de son open space, avec un café à la main, en train de relire les comptes rendus d'une réunion de chantier de la veille, quand son téléphone sonna. C'était le numéro de son père. Elle décrocha avec le même réflexe conditionné qu'elle avait eu en octobre, ce léger resserrement à l'estomac qui précède la voix, ce corps qui sait avant la tête. Mais ce n'était pas son père. C'était Martine, l'assistante de Philippe depuis 17 ans, et sa voix avait cette qualité particulière des voix qui ont décidé de rester calmes pour que quelqu'un d'autre ne perde pas pied. Elle dit que M. Delacroix avait eu un malaise ce matin à la maison, qu'il était conscient que les pompiers étaient là, qu'ils l'emmenaient à l'hôpital Lariboisière. Elle dit cardiaque sans le prononcer vraiment, comme si l'envelopper dans d'autres mots le rendrait moins lourd. Claire posa son café. Elle prit son manteau, ses clés, son sac dans un mouvement continu, sans penser à ce qu'elle prenait ni dans quel ordre. Elle était dans l'ascenseur avant d'avoir eu le temps de former une pensée complète. Dans le couloir de l'immeuble,
Elle s'arrêta une seconde, juste une, et composa le numéro de Julien. Il décrocha à la première sonnerie. Elle dit 3 mots, « Mon père, Lariboisière ». Sa voix ne fléchit pas, mais il y avait dedans quelque chose qui n'était pas là d'habitude, une fissure microscopique dans l'armature. Julien dit « J'arrive », sans poser de questions, sans proposer, sans négocier le rôle qu'il allait jouer dans cette situation. Juste ces 2 syllabes, posées là avec la solidité de quelque chose qu'on n'a pas besoin de répéter. Elle prit un taxi. Le trajet depuis le 14e jusqu'à Lariboisière, dans les embouteillages du matin, lui parut à la fois trop long et hors du temps. Cette suspension particulière des trajets d'urgence où le monde extérieur continue à fonctionner. Les livreurs à vélo, les passants au téléphone, la boulangerie qui sort ses premières fournées, avec une indifférence qui est à la fois absurde et normale. Elle regarda Paris défiler par la vitre sans le voir vraiment, occupée à tenir ensemble une pensée qu'elle n'arrivait pas à formuler et qui ressemblait à « pas maintenant, pas lui, pas encore ». Depuis combien de temps n'avait-elle pas pensé à son père comme à quelqu'un qui pouvait disparaître? Il avait toujours occupé l'espace avec cette solidité des hommes qui semblent avoir conclu un arrangement personnel avec la fragilité pour la tenir à distance. Philippe Delacroix, tombé malade, était une proposition qui ne rentrait dans aucune des structures mentales qu'elle avait construites pour le ranger. Et pourtant, le taxi s'arrêtait devant l'entrée des urgences du Lariboisière et Martine l'attendait sur le trottoir, avec ce regard de quelqu'un qui a pleuré et qui a décidé d'arrêter pour être utile. Elle attendit dans le couloir des urgences pendant 40 minutes. Assise sur une chaise en plastique orange, dans un couloir qui sentait le désinfectant et le café de distributeur, sous des néons qui donnaient à tout le monde le même teint pâle et indistinct, Claire Moreau-Delacroix, qui gérait des budgets de plusieurs millions d'euros, qui lisait des plans d'architectes en diagonale, qui avait tenu tête à son père depuis l'âge de 16 ans, se retrouva les mains sur les genoux à ne rien pouvoir faire. Pas de plan d'action, pas de levier, pas d'alternative à construire. Juste attendre, dans ce couloir d'hôpital, que quelqu'un vienne lui dire quelque chose. Julien arriva 25 minutes après elle. Elle l'entendit avant de le voir, ses pas dans le couloir, reconnaissable maintenant, cette façon de marcher qu'il avait, régulière et sans précipitation même quand il allait vite. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle sans dire bonjour, sans demander comment elle allait, sans produire aucune des formules que les situations de crise appellent habituellement. Il s'assit, posa les avant-bras sur les genoux et regarda droit devant lui avec la même qualité de présence qu'il mettait à travailler sur un moteur. Concentré, calme, entièrement là. Ils attendirent ensemble. Le couloir se remplissait et se vidait avec le flux habituel des urgences, des civières qui passaient, des familles qui chuchotaient, des internes qui marchaient vite avec des dossiers. Claire fixait le sol carrelé. Julien ne dit rien. Et ce silence-là, ce silence d'une personne assise à côté de vous qui n'essaie pas de réparer ce qui ne peut pas encore être réparé, fut la chose la plus utile que quelqu'un lui ait offerte depuis longtemps. Quand le médecin sortit enfin, il parla d'un épisode coronarien, modéré, sans lésion permanente selon les premiers examens, mais qui nécessitait une surveillance et un bilan complet. Son père était stable, il pouvait la voir. Elle se leva. Julien se leva aussi. Elle se retourna vers lui et dit, avec une voix qui n'était plus tout à fait aussi contrôlée qu'elle l'aurait voulu, « Merci d'être venu. » Il hocha la tête. « Allez le voir, » dit-il simplement. Philippe Delacroix était dans un box séparé par un rideau, relié à un moniteur cardiaque dont le bip régulier avait cette qualité à la fois rassurante et oppressante des sons qui prouvent que quelque chose fonctionne. Il était pâle, les cheveux en désordre, avec cette vulnérabilité des hommes forts allongés dans un lit d'hôpital, qui ne savent plus où mettre leur autorité habituelle. Quand il vit Claire entrer, quelque chose dans ses yeux céda légèrement. Pas des larmes, il n'était pas de cela, mais un relâchement, comme un muscle qu'on tient depuis trop longtemps. Elle s'assit à côté du lit, prit sa main, ce qu'elle ne faisait presque jamais, le contact physique n'étant pas le registre dominant entre eux, et resta là.
Il dit qu'il avait eu tort de ne pas faire le bilan cardiaque que son médecin lui recommandait depuis l'année dernière. Elle dit qu'il le ferait maintenant. Il dit qu'il était fatigué. Pas physiquement seulement. Il y avait dans la façon dont il prononça ce mot une fatigue plus ancienne et plus profonde, celle d'un homme qui a porté trop de choses dans la mauvaise direction pendant trop longtemps. « Bernard m'a rappelé hier soir », dit Philippe après un silence. « Il voulait m'inviter à déjeuner la semaine prochaine. » Claire le regarda. « Vous avez dit oui ?» ?»« J'ai dit que je vérifierais mon agenda. » Il eut un sourire court. « Maintenant, j'ai une bonne raison de dire oui. » Elle resta 2 heures à l'hôpital. Quand elle ressortit dans le couloir, Julien était toujours là, pas assis, debout près de la fenêtre avec son téléphone à la main, mais levant les yeux immédiatement quand il entendit le rideau du box s'ouvrir. « Ça va ?» dit-il. « Il est stable, » dit-elle. « Ils vont le garder en observation 2 jours. » Il hocha la tête. Un moment passa. Claire eut conscience de la fatigue qui s'installait dans ses épaules maintenant que l'adrénaline de l'urgence se retirait, cette lourdeur qui arrive quand le danger immédiat est écarté et que le corps présente sa note. Elle regarda Julien, ses yeux, ce calme dans les yeux qui n'était pas de l'indifférence mais de la solidité, quelque chose sur quoi on pouvait s'appuyer sans que ça cède. « Vous n'étiez pas obligé de venir, » dit-elle. Il la regarda un moment avant de répondre. « Je sais, » dit-il. 3 mots. Ils eurent l'effet qu'ils eurent, et Claire préféra ne pas l'examiner de trop près dans ce couloir d'hôpital sous les néons qui effaçaient les ombres. Ils sortirent ensemble dans le froid de janvier. Le ciel était blanc et bas, ce blanc de neige possible qui ne se décide pas. Et Belleville n'était pas loin d'ici, de l'autre côté de la colline de Montmartre que le Sacré-Cœur coiffait de blanc au loin. Ils marchèrent jusqu'au café en face de l'hôpital, sans décider de le faire, commandèrent 2 cafés, s'assirent à une table près de la vitrine embuée. Le café était chaud et fort, le genre qu'on fait dans les établissements qui servent des gens pressés et qui savent que la qualité prime sur la présentation. « Parlez-moi de quelque chose, » dit Claire. Il la regarda, légèrement surpris par la formulation. « De quoi ?»« N'importe quoi, de la garage, d'un client, de votre père. » Elle fit une pause. « Je veux juste entendre quelqu'un parler de quelque chose de normal. » Il comprit immédiatement. Il posa sa tasse, réfléchit 2 secondes et commença à parler d'une voiture, une Peugeot 504 de 1978, qu'un client lui avait amenée la semaine précédente, une restauration complète, le genre de projet sur lequel on ne fait pas d'argent mais qu'on prend quand même, parce que certaines voitures méritent d'exister encore. Il décrivit l'état de la carrosserie, les pièces d'origine qu'il avait trouvées chez un fournisseur à Lyon, la couleur, un jaune Sénégal, teinte spécifique à ce modèle qu'il faudrait remélanger à partir d'une référence ancienne. Il parlait avec cette précision affectueuse qu'il mettait dans les sujets qui comptaient pour lui, et Claire buvait son café et l'écoutait. Et dehors, Paris continuait à fonctionner dans son froid blanc de janvier, et pour un moment, cette table dans ce café en face de l'hôpital Lariboisière fut le seul endroit au monde où elle avait envie d'être. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle s'assit sur le rebord de sa fenêtre, une habitude qu'elle avait depuis l'enfance, se mettre en hauteur pour penser, et regarda les lumières du 16e avec un regard différent de celui qu'elle leur portait d'habitude. Pas le regard de quelqu'un qui vérifie que son monde est à sa place, le regard de quelqu'un qui réalise que son monde a bougé sans qu'elle l'ait autorisé et que ce mouvement-là n'est peut-être pas ce qu'elle aurait eu peur que ce soit. 2 semaines plus tard, Philippe Delacroix rentrait de l'hôpital avec une liste de prescriptions et une recommandation ferme de déléguer davantage. Il déjeuna le jeudi suivant avec Bernard Morel dans un restaurant du 11e, un endroit simple, choisi par Bernard, de ceux où la carte ne dépasse pas 6 plats, mais où chacun est fait correctement. Ce que les 2 hommes se dirent ce jour-là, Claire ne le sut jamais dans le détail. Son père rentra avec quelque chose de différent dans la façon dont il tenait la tête. Pas plus haut, pas plus bas, différemment, comme quelqu'un qui a posé un poids qu'il portait depuis longtemps et qui apprend encore à marcher sans.
Il lui dit juste, ce soir-là dans la cuisine de Neuilly, « C'est un homme bien ». Elle dit oui, elle le savait depuis plus longtemps que lui. Janvier finissait dans ce blanc de ciel persistant qui avait fini par devenir familier. Et Claire comprit en se levant un matin ordinaire de la dernière semaine du mois que quelque chose avait changé dans la nature de ce qu'elle attendait des jours à venir. Pas de façon spectaculaire, il n'y avait pas eu de scène, pas de déclaration, pas de moment pivot identifiable avec précision. C'était plus diffus et plus réel que ça, comme ces transformations de structure dans un bâtiment qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais qui change la façon dont il répond aux charges. Elle attendait maintenant ces conversations avec Julien, avec quelque chose qu'elle aurait appelé autrefois de l'impatience et qu'elle appelait maintenant, intérieurement, par son vrai nom. Elle le retrouva un vendredi soir à Belleville. La garage était fermée, les volets tirés, mais la lumière de l'appartement au-dessus brillait, et il descendit lui ouvrir avec la désinvolture de quelqu'un qui n'a pas préparé la soirée parce qu'il sait qu'elle n'a pas besoin de l'être. Ils montèrent dans l'appartement. Petit, fonctionnel, avec les livres rangés par format plutôt que par sujet, et une vieille affiche de cinéma sur le mur du couloir. Une lampe de bureau qui éclairait le coin, où il mangeait et travaillait souvent en même temps. Claire s'assit sur le canapé et se dit que cet endroit lui était devenu familier, d'une façon qu'aucun endroit ne l'était vraiment dans sa propre vie. Il fit du thé. Ils parlèrent jusqu'à presque 2 heures du matin, comme ils le faisaient maintenant régulièrement. De l'entreprise, du bilan cardiaque de son père qui était meilleur que prévu, d'un livre qu'elle lisait sur le brutalisme en architecture et d'un film qu'il avait vu et dont il parla avec une précision d'analyse qui la surprit encore, parce qu'elle continuait à être surprise de la façon dont il pensait les choses, de la façon dont son intelligence ne ressemblait à aucune de celles qu'elle avait côtoyées avant. À un moment, après un silence qui avait cette qualité différente des silences d'avant, Julien dit, en regardant sa tasse, « Je ne savais pas comment ça allait se passer, tout ça. Moi non plus, dit-elle. » Il leva les yeux. « Et maintenant ?» Elle soutint son regard, ce regard qu'elle avait appris à lire, tranquille et direct, qui ne demandait rien de plus que ce qu'on avait envie de donner, mais qui ne se détournait pas non plus. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle prit le temps de trouver quelque chose de vrai. « Maintenant, dit-elle enfin, je ne cherche plus à savoir comment ça va se passer. » Il hocha la tête lentement. Une légère tension quitta ses épaules, quelque chose qu'il portait depuis longtemps et qu'elle ne vit disparaître qu'au moment où c'était fait. Dehors, Belleville était silencieux dans le froid de janvier, et la lampe de bureau dessinait un cercle de lumière jaune sur le coin de la table, où 2 tasses de thé refroidissaient doucement. Et Paris dormait autour d'eux avec cette indifférence bienveillante des grandes villes pour ce qui se passe à l'intérieur des appartements éclairés. Février arriva avec ses matins plus clairs, cette lumière qui revient progressivement sur Paris comme une promesse qu'on n'ose pas encore tout à fait croire. Les jours s'allongeaient d'une façon presque imperceptible, quelques minutes chaque matin, mais suffisantes pour que les gens dans le métro aient l'air légèrement différents, comme si la lumière leur rendait quelque chose qu'ils avaient oublié avoir perdu. Claire le remarquait depuis sa fenêtre du 16e, chaque matin en buvant son café, cette façon qu'avait la ville de se réveiller différemment selon la saison. Et elle se surprenait à remarquer des choses qu'elle n'avait pas remarquées les années précédentes. La couleur exacte du ciel, à 7h20, la façon dont les feuilles mortes de l'automne avaient été remplacées par les premières traces de vert sur les platanes du boulevard, les gens qui marchaient différemment quand l'air n'était plus tout à fait aussi froid. Elle avait changé quelque chose dans son organisation du temps sans l'avoir décidé formellement. Elle partait du bureau à des heures raisonnables maintenant. Pas systématiquement, pas quand un chantier réclamait davantage, mais elle avait cessé de traiter les heures supplémentaires comme une vertu en soi, comme si rester jusqu'à 20 heures prouvait quelque chose qu'elle n'avait plus besoin de prouver. Elle avait repris ses anciens carnets de dessin, pas pour un projet particulier, pas encore, juste pour voir ce que les mains retrouvaient quand on leur en donnait l'occasion. Elle dessinait des façades, des détails d'ornement, des coupes de bâtiments qu'elle avait vus sur ses chantiers.
C'était encore maladroit par moments. Les années sans pratique régulière laissaient leurs traces, mais il y avait dans ce geste de reprendre un crayon d'architecte quelque chose qui ressemblait à une réconciliation silencieuse avec une partie d'elle-même qu'elle avait laissée en veille trop longtemps. Julien vit les carnets un samedi matin où il était passé à son appartement pour la première fois. Elle l'avait invité sans en faire un événement, avec cette désinvolture qu'ils avaient appris à se témoigner mutuellement. Et il était arrivé avec 2 croissants dans un sac en papier et sans commentaire sur le fait que c'était la première fois. Les carnets étaient ouverts sur la table basse et il les regarda sans les toucher, avec cette discrétion qu'il avait pour les choses qui appartenaient à l'intimité de quelqu'un. « Vous avez repris, dit-il. »« Un peu, dit-elle. » Il hocha la tête et alla chercher des assiettes dans la cuisine sans qu'elle le lui ait demandé, avec la façon naturelle qu'il avait de se rendre utile sans en faire une démonstration. Ce matin-là, ils mangèrent les croissants en feuilletant les carnets ensemble, et Julien posa des questions sur les bâtiments qu'elle avait dessinés avec cette curiosité précise qui était la sienne. Pas pour impressionner, mais parce qu'il voulait vraiment comprendre ce qu'il regardait. Elle lui expliqua un détail d'encorbellement sur une façade haussmannienne qu'elle avait croquée depuis la rue, la logique structurelle derrière l'ornement, comment ce qui semble purement décoratif dans l'architecture du 19e répond souvent à une nécessité constructive. Il l'écouta avec cette qualité d'attention qui ne simulait rien, et à un moment il dit « C'est exactement pareil avec un moteur. Tout ce qui semble superflu a une fonction. Si vous l'enlevez, quelque chose cesse de fonctionner. » Claire le regarda. Pas de larmes. Elle n'était pas quelqu'un qui pleurait pour des phrases, même les bonnes. Mais quelque chose se déplaça légèrement dans sa poitrine. Cet imperceptible réajustement de ce qu'on croyait savoir sur la façon dont les choses s'assemblent. La décision vint à elle en plusieurs temps, comme les décisions importantes viennent toujours, pas d'un seul coup, mais par accumulation de petits moments qui finissent par avoir un poids collectif suffisant pour faire pencher la balance. Il y eut le matin où elle réalisa qu'elle téléphonait à Julien avant de téléphoner à qui que ce soit d'autre quand quelque chose de bien arrivait. Il y eut le soir où elle remarqua que son appartement du 16e lui semblait plus habité les jours où il y était passé. Il y eut ce moment précis, un jeudi soir ordinaire de la mi-février, où elle relut pour la 3e fois un article sur la réhabilitation d'une ancienne usine de textile dans le 11e qui allait être transformée en logement et atelier d'artisans, et où elle comprit avec une clarté soudaine et absolue ce qu'elle avait envie de faire de son énergie professionnelle dans les années à venir. Pas uniquement gérer des projets immobiliers commerciaux pour des promoteurs, mais travailler sur ces espaces de frontière entre le patrimoine industriel et le contemporain, ces bâtiments qui ont une mémoire et qui méritent qu'on la respecte plutôt que de l'effacer. Elle l'appela ce soir-là à 22h. Il décrocha à la première sonnerie comme toujours. Elle dit « J'ai une idée de projet ». Il dit « Je vous écoute ». Et elle parla pendant 20 minutes d'une chose qui n'existait encore que dans sa tête, un cabinet de réhabilitation du patrimoine industriel, indépendant de la Delacroix, sur lequel elle travaillerait en parallèle d'abord, puis peut-être à plein temps si les conditions le permettaient. Un projet à elle, pas hérité, pas transmis par défaut, construit. Il y eut un silence quand elle eut fini. Puis Julien dit « Le bâtiment dont vous parlez dans le 11e, je connais le propriétaire. Mon père a fait des travaux pour lui il y a 2 ans. Je peux vous le présenter si vous voulez. » Pas d'emphase, pas de « c'est une excellente idée » ou de « vous devriez vraiment le faire ». Juste cette réponse concrète et directe, cette façon qu'il avait de transformer une idée en première étape sans en faire un discours. Elle perçut quelque chose dans cette réponse qu'elle mit un moment à identifier, puis le reconnut, c'était de la confiance. Pas de la confiance en elle au sens admiratif du terme, de la confiance au sens fondamental, la conviction tranquille que ce qu'elle disait allait se produire parce qu'elle était quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. Pendant cette fraction de seconde, Claire Moreau Delacroix,
qui avait passé 28 ans à construire une version d'elle-même suffisamment solide pour ne pas avoir besoin de grand-chose, perçut ce que ça faisait d'être vu sans être évalué, d'être connu sans être jugé, d'être accompagné sans être dirigé. Elle dit merci. Il dit de rien. Ils parlèrent encore 1 heure. Un dimanche de la fin février, ils allèrent au marché d'Aligre ensemble. C'était une idée de Julien. Il y allait presque tous les dimanches matins par habitude et par goût, et il l'avait proposé simplement, comme on propose une chose qu'on fait, et à laquelle on ajoute quelqu'un. Le marché d'Aligre avait cette densité particulière des marchés parisiens populaires. Fruits et légumes empilés sur des étals qui débordaient dans l'allée centrale, fromagers qui proposaient des échantillons depuis des plateaux en bois, un vendeur de livres anciens dont les tables recouvertes d'ouvrages aux couvertures passées attiraient toujours les mêmes silhouettes penchées et silencieuses. Claire avait mis un manteau et ses vieilles boots et n'avait pas attaché ses cheveux, ce qui ne lui arrivait presque jamais en dehors de chez elle, et elle s'en rendit compte seulement en voyant son reflet dans la vitrine d'une épicerie, en passant, et ne fit rien pour y remédier. Ils achetèrent des légumes pour une soupe, un morceau de comté affiné que le fromager fit goûter à Julien, qui ferma brièvement les yeux, comme pour mieux évaluer, et dit oui avec une conviction qui fit rire le fromager. Ils achetèrent du pain de campagne chez un boulanger dont la file d'attente valait la peine d'être faite, et des clémentines dans un filet rouge depuis un étal installé à l'angle de la rue. Bernard Morel était au marché ce matin-là. Il y venait aussi régulièrement, et ce n'était pas un hasard qu'il soit là puisque Julien l'avait prévenu, mais s'était arrangé avec la discrétion des choses qu'on ne veut pas rendre trop formelles. Il était devant l'étal de pommes, avec une besace en toile sur l'épaule, et cette façon tranquille qu'il avait d'être quelque part sans encombrer l'espace. Quand il vit Claire, il hocha la tête avec la sobriété qui lui était caractéristique. Pas d'effusion, pas de gêne non plus. Juste cette reconnaissance directe d'une présence. Elle dit bonjour, monsieur Morel. Il dit bonjour, Claire. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle l'enregistra sans le souligner. Ils firent le tour du marché ensemble, les trois, avec la désinvolture d'une chose qui aurait pu sembler improbable quelques mois plus tôt, et qui ce matin-là avait simplement la texture d'un dimanche. Bernard parla peu, comme toujours, mais quand il parla, c'était avec cette précision de quelqu'un qui a soupesé chaque mot avant de le poser. À un moment, devant l'étal du fromager, il dit à Claire « Julien m'a dit que vous reprenez le dessin d'architecture. » « Un peu, dit-elle. Il la regarda avec ses yeux quiets. « C'est bien, dit-il. On devrait toujours finir ce qu'on a commencé. » Elle pensa à ses 22 ans à la Delacroix. Elle pensa à ce que cette phrase signifiait dans sa bouche. Elle dit oui doucement, sans chercher à en faire davantage. Ils déjeunèrent tous les trois dans l'appartement, au-dessus de la garage. Julien avait cuisiné une soupe avec les légumes du marché, une minestrone épaisse avec du lard fumé et des haricots blancs, servis dans des bols larges avec le pain de campagne coupé en grandes tranches. La table n'était pas grande. Elle ne l'avait jamais été dans cet appartement, et ils étaient serrés d'une façon qui n'était pas inconfortable. Les coudes proches, la lumière de cette fin de février entrant par la fenêtre donnant sur le boulevard avec cette qualité dorée des après-midi d'hiver qui se décident à être beaux. Bernard raconta une histoire de chantier, un immeuble du 13e dont il avait surveillé la rénovation en 2008, une équipe qui avait découvert sous un faux plafond des fresques du 18e que personne ne savait être là, et la semaine entière de délibération entre architectes, propriétaires et bâtiments de France pour décider quoi en faire. Claire l'écouta en mangeant sa soupe avec une attention réelle, posant des questions sur les détails techniques, sur ce que les fresques représentaient, sur ce qui avait été décidé finalement. Bernard répondit avec précision, et à un moment, Julien les regarda tous les deux depuis son bout de table, avec quelque chose dans les yeux qui n'était ni de la fierté ni de la satisfaction, mais quelque chose de plus simple. Le regard de quelqu'un qui voit deux parties d'un monde qu'il aime coexister dans le même espace, et qui trouve ça juste.
Après le déjeuner, Bernard prit son manteau avec la régularité d'un homme qui a ses habitudes et son emploi du temps. Serra la main de Claire. Pas d'accolade, pas encore, mais cette poignée de main avait une chaleur différente des premières, et sortit dans le bruit du boulevard, avec sa besace sur l'épaule. Claire et Julien restèrent à table avec les bols et le pain et les restes de fromage, et la lumière de l'après-midi continuait à entrer par la fenêtre, plus oblique maintenant, dessinant un rectangle doré sur le carrelage de la cuisine. Il n'y avait pas grand-chose à dire après un déjeuner comme celui-là. Tout avait eu lieu dans la soupe et le pain et les histoires de chantier et la façon dont Bernard avait prononcé son prénom. « Votre père m'a regardé différemment aujourd'hui, » dit Claire. « Oui, » dit Julien. « Pourquoi ?» Il prit un moment. « Parce qu'il voit que vous n'essayez plus de savoir comment finit l'histoire avant de la vivre. » Elle le regarda. Il y avait dans sa façon de dire cela quelque chose qui ne cherchait pas à l'impressionner, pas à être cité, juste à dire ce qui était vrai avec les mots les plus courts possibles. Elle perçut quelque chose se déposer en elle, doucement, comme ces matériaux qui trouvent leur niveau naturel quand on cesse de les contraindre. Pas de larmes, pas de révélation dramatique, juste cette conscience tranquille et absolue d'être à sa place. Non pas la place que les circonstances avaient construite, non pas la place que son père avait choisie pour elle dans une chemise cartonnée beige, mais celle qu'elle avait construite elle-même, pas à pas, sans s'en rendre compte, depuis un lundi matin d'octobre, où un Renault Clio blanc, avec un amassement sur l'aile gauche, s'était garé devant le portail d'une maison de Neuilly-sur-Seine. Elle dit « Je voudrais voir le bâtiment du 11e, avec vous. » Il dit « Samedi matin ?» Elle dit « Samedi matin. » Et là, dans cet appartement de Belleville, au-dessus d'une garage qui sentait l'huile et le métal, et la soupe de l'hiver, avec la ville qui bruissait doucement en dessous et la lumière de février qui finissait son travail sur le carrelage, Claire Moreau-Delacroix comprit que la vraie architecture n'est jamais celle qu'on dessine sur papier avant de commencer. C'est celle qui se révèle au fur et à mesure qu'on pose chaque pierre, chaque poutre, chaque décision difficile sur la précédente, jusqu'à ce que la forme émerge d'elle-même, imprévue, solide et plus belle que tout ce qu'on aurait pu planifier. Ce n'était pas du dinero, ce n'était pas du prestige, ce n'était pas la façade de Neuilly-sur-Seine, ni les croissants du marché d'Aligre. C'était cette table trop petite, ce pain partagé, ce regard d'un homme qui sait exactement qui il est et qui la laisse être exactement qui elle est. C'était la première fois en 28 ans qu'elle n'avait aucune envie d'être ailleurs. C'était tout, et c'était suffisant.